Le télégramme arriva un jeudi matin printanier de l'année 1884, à la 9e heure. Le général Bernard de Rochefort était assis à son bureau de campagne, au cœur du quartier général de la citadelle de Verdun, examinant les cartes de déploiement des troupes avec cette même froideur mathématique qu'il appliquait à chaque aspect de son existence. Lorsque l'officier de garde frappa 2 fois à la porte et glissa le papier plié sous sa main sans prononcer une seule syllabe, il agissait en homme averti. Les soldats sous le commandement de Rochefort avaient appris depuis bien longtemps qu'il abhorrait les interruptions. Il savait également que certains messages ne souffraient aucun délai. Il déplia la missive sans précipitation. La lut une première fois, puis une seconde. « Monsieur, elle a mis au monde votre enfant, un garçon, d'une constitution vigoureuse. La mère est en vie mais souffrante. Vous devriez venir. Dr Christophe Morel, Paris. » L'atmosphère de la pièce demeura immuable. Le feu dans l'âtre de pierre continuait son crépitement régulier. À l'extérieur, la voix rocailleuse d'un sergent rythmait une formation de manœuvre. Le colonel Raoul de Saint-Cyr, assis de l'autre côté de la table, continuait de glisser son index le long de la ligne du front de l'Est sur la carte, marmonnant des considérations sur les routes d'approvisionnement que Rochefort n'entendait plus. Ce qui se produisit dans les quelques secondes qui suivirent resta parfaitement invisible à l'œil nu. Bernard de Rochefort avait appris, il y a une éternité, l'art de la dissimulation absolue. 20 années de commandement militaire avaient sculpté son visage en un paysage minéral qui ne trahissait jamais rien. Sa mâchoire ne se crispa pas. Sa respiration conserva son rythme métronomique. Sa main, posée sur la carte, ne trembla pas d'un millimètre, mais quelque chose derrière ses yeux vacilla, semblable à une porte verrouillée que l'on viendrait de frapper un grand coup de l'intérieur. Il replia le télégramme, le glissa dans la poche de sa tunique, pressa une main à plat contre le bois de la table et se dressa de toute sa hauteur, qui était fort imposante. « Saint-Cyr, dit-il d'une voix sourde. Je pars pour Paris par le train de ce soir. Vous avez le commandement jusqu'à mon retour. » Le colonel de Saint-Cyr releva la tête de sa carte. C'était un homme au visage émacié, doté d'un regard inquisiteur et d'une fâcheuse propension à chercher des sens cachés dans la moindre inflexion. Il en chercha un à cet instant précis. « Puis-je vous demander ?»« Non, » trancha Rochefort. « Vous ne le pouvez pas. » Il quitta la pièce, et la lourde porte de chêne se referma derrière lui avec le son sourd et définitif d'un homme dont la décision est déjà irrévocablement prise. Tout avait commencé en décembre, lors de la nuit la plus glaciale de l'année, dans l'hôtel particulier de la rue du Bac, à Paris. Bernard de Rochefort n'occupait que rarement sa résidence privée parisienne. Il l'entretenait car son défunt père, issu de la vieille noblesse d'épée, l'avait bâti, et parce qu'un homme de son rang et de sa lignée se devait de posséder une demeure qui ne fût pas une installation militaire. Il n'y passait que 3 ou 4 fois l'an, tout au plus, généralement pour des affaires politiques, des tractations avec le cercle du sénateur Étienne de Valmont, des dîners avec les ministres, et les inévitables apparitions mondaines que sa position publique exigeait. Le personnel de maison, restreint mais d'une efficacité redoutable, était entièrement régi par Madame Jacqueline Lefebvre, une femme approchant la soixantaine qui dirigeait l'hôtel de la rue du Bac avec la précision d'un intendant militaire et le tempérament inflexible d'une mère supérieure. Elle recrutait avec une exigence draconienne et maintenait ses subordonnés d'une main de fer. Elle était aussi, comme Rochefort avait fini par le comprendre au fil des années, celle qui empêchait silencieusement la demeure de sombrer dans la ruine lors de ses interminables absences. Nathalie Lenoir travaillait dans cet hôtel particulier depuis 2 ans lorsque ce mois de décembre arriva. Elle s'était présentée munie d'excellentes recommandations émanant de la maison d'un pasteur où elle avait servi 3 années sans l'ombre d'un incident. De l'avis général, son travail était exemplaire, silencieuse, diligente, et d'une compétence extraordinaire. Elle préparait les repas, entretenait la vaste bibliothèque, repassait les draps de lin, et accomplissait une myriade d'autres besognes avec cette minutie absolue que Madame Lefebvre plaçait au-dessus de toute autre vertu. Elle était également, bien que personne sous ce toit ne l'évoquât ouvertement, d'une beauté saisissante. Non pas de cette beauté tapageuse qui quémande l'attention, il n'y avait rien de théâtral chez Nathalie Lenoir. Elle était élancée, dotée d'une abondante chevelure châtain sombre qu'elle maintenait sagement nouée sur la nuque, et de yeux gris d'une intelligence si acérée qu'elle aurait pu couper le verre. Son visage, à l'ovale parfait et aux traits fins, s'alliait à un maintien d'une quiétude absolue et à une expression habituellement indéchiffrable. Elle ne cherchait point à être remarquée. En vérité, elle avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à apprendre l'art de s'effacer, car elle avait compris très tôt qu'une femme de sa condition qui attirait trop les regards connaissait rarement un destin clément.
Elle était la fille d'une veuve d'imprimeur de province, instruite bien au-delà de sa condition par un père lettré mort trop jeune, laissant derrière lui une maison croulant sous les livres et une famille sans le sou. Elle était entrée en service à 17 ans, le regard clair et sans la moindre trace d'apitoiement sur elle-même, parce que c'était une nécessité. Et Nathalie Lenoir avait toujours accompli ce qui était nécessaire. Elle avait désormais 33 ans, et son âme portait la maturité des vies âprement vécues. Ce qui survint entre elle et Bernard de Rochefort ne fut prémédité par aucun d'eux. Il était arrivé à Paris à la mi-décembre, peu avant les fêtes, pour un grand dîner politique à la résidence du sénateur de Valmont. Il était rentré à l'hôtel de la rue du Bac bien après minuit, par un temps devenu redoutable, le verglas recouvrait les pavés de Paris, et un vent coupant transperçait aussi bien la laine que le cuir. Madame Lefebvre s'était retirée depuis longtemps. Les jeunes servantes dormaient depuis des heures. Nathalie veillait, car elle veillait toujours lorsque le général était attendu. On ne l'exigeait pas d'elle. Madame Lefebvre ne le lui avait jamais formellement ordonné, mais il fallait bien que quelqu'un s'assurât que le feu brûlât convenablement et qu'un plat chaud attendît dans les cuisines. Nathalie avait décrété, bien avant que Rochefort ne lui adressât la moindre parole, qu'il était préférable pour une maison qu'une amie fût éveillée quand son maître y retournait. Elle se trouvait dans la bibliothèque à son arrivée, remettant des ouvrages sur l'étagère supérieure avec cette efficacité silencieuse qui caractérisait chacun de ses gestes. Lorsque la lourde porte d'entrée s'ouvrit et que le général surgit du froid mordant, il s'immobilisa sur le seuil de la bibliothèque et posa les yeux sur elle. Elle descendit de son marchepied, lissa son tablier et déclara avec une parfaite égalité d'âme. « Bonsoir, mon général. Il y a un potage qui mijote sur le feu. Si vous le désirez, je vous le ferai monter à l'instant. » Il demeura immobile un long moment. Toujours engoncé dans son manteau d'officier poudré de neige, il la fixait avec une expression qui n'était pas sa froideur coutumière, mais une chose légèrement décalée, une présence plus tangible. « Vous m'avez attendu, constata-t-il. Ce n'était point une question. Je le fais souvent, monsieur, lorsque la maison est occupée. Madame Lefebvre ne vous demande pas cela. Non, monsieur, en effet. Un nouveau silence s'installa. Il pénétra dans la bibliothèque, vint se camper devant l'âtre et ne dit mot. Nathalie, qui s'était trouvée en présence d'hommes de pouvoir assez souvent pour deviner quand l'un d'eux désirait parler sans en trouver le chemin, s'éclipsa pour quérir le repas. Lorsqu'elle revint, il se tenait toujours devant la cheminée. Elle déposa le plateau sur le guéridon et pivotait déjà pour se retirer lorsqu'il prononça doucement. « Asseyez-vous, mademoiselle. » Il marqua une pause. Il ignorait son nom. En 2 années de service, il n'avait jamais daigné apprendre son nom. Elle le comprit, et ressentit dans sa poitrine quelque chose qui n'était ni tout à fait de la blessure, ni tout à fait du mépris. Quelque chose d'infiniment plus complexe. Lenoir, glissa-t-elle. Nathalie Lenoir. Asseyez-vous, mademoiselle Lenoir, si vous avez un instant. Elle s'assit. S'ensuivirent 2 heures d'une conversation qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire ni ne se serait permis de rechercher. Il l'interrogea sur les ouvrages de l'étagère, sur ce qu'elle réorganisait et pour quelle raison. Elle lui répondit. Il voulut savoir si elle les avait lus. Elle acquiesça. Il saisit un livre, une édition richement annotée des pensées de Blaise Pascal ayant appartenu à son père, et lui demanda ce qu'elle pensait des réflexions sur la justice et la force. Elle lui confia très exactement ce qu'elle en pensait, que c'était l'articulation la plus honnête du pouvoir jamais couché sur le papier, mais aussi la plus terrifiante, car elle sous-entendait que la justice sans la force est impuissante, et que dans le monde réel, la force sans la justice est la seule tyrannie qui prévaut. Bernard de Rochefort la dévisagea longuement. Puis il lâcha, « Vous avez raison. » Et il le pensait profondément. Ce fut cette nuit-là qui fit tout basculer. Non point parce qu'il se produisit le moindre geste inconvenant dans la bibliothèque. Il n'y en eut aucun. Ce qui se déroula fut un échange, le genre de dialogue que 2 êtres séparés par un tel gouffre social ont si rarement, celui qui dépouille la comédie des rangs pour ne laisser à nu que la vérité des esprits. Ce qui advint ensuite fut d'une toute autre nature. Et cela advint parce que la tempête de verglas s'avéra pire que ce que les prévisions annonçaient, parce que la grande demeure était glaciale et que le feu de la bibliothèque y dispensait l'unique chaleur. Et parce que 2 êtres qui avaient passé des années retranchés derrière de hautes murailles avaient, l'espace de quelques heures, abaissé le pont-levis. Nathalie Lenoir n'était pas une oie blanche innocente. Elle était une femme mature et elle comprenait exactement l'implication de ses actes.
Elle ne se berça d'aucune illusion flatteuse sur ce que cela signifiait ou sur ce que cela pourrait devenir. Elle avait grandi dans un monde avare en chimères, et n'allait pas s'en forger aujourd'hui. Lui non plus. Ce qui se tissa entre eux cette nuit-là fut d'une vérité troublante, plus réelle, à bien des égards, que tout ce qu'ils avaient pu traverser depuis des lustres. Et au matin, lorsque la tempête se fut brisée et que la lumière blafarde de l'hiver parisien s'infiltra par les hautes fenêtres, ils s'observèrent à travers cette même pièce où ils avaient tant parlé, puis cessé de parler. Tous deux savaient pertinemment que le monde n'autoriserait jamais la continuité d'un tel écart. Il quitta Paris 2 jours plus tard. Il ne lui adressa pas la parole avant son départ. Elle ne s'y attendait pas. Les mois qui suivirent furent, pour Nathalie, les plus silencieux et les plus effroyables de toute son existence. Elle découvrit son état 6 semaines après le départ du général. Elle vécut seule avec cette certitude écrasante durant 2 jours avant de se confier. Et la personne qu'elle choisit ne fut pas Madame Lefebvre, qui l'aurait chassée sur le champ sans l'ombre d'une pitié, mais le docteur Christophe Morel, le vieux médecin de la bourgeoisie qui soignait la maison de la rue du Bac, et qui avait prouvé, au fil du temps, qu'il était un homme d'honneur. Capable de conserver un secret. Le docteur Morel, assis face à elle dans son cabinet, écouta son récit avec un visage qui ne trahissait ni jugement ni stupeur, seulement une attention scrupuleuse. « Vous saisissez bien dans quelle position cela vous place, n'est-ce pas » demanda-t-il lorsqu'elle eut achevé. « Oui » répondit Nathalie. « Je le saisis parfaitement. Et le père de cet enfant n'est pas un homme que j'ai l'intention d'accabler avec cette information. » Morel l'étudia par-dessus ses lorgnons. Il exerçait la médecine depuis 40 ans. Il reconnut sur le visage composé de Nathalie l'expression si particulière d'une femme qui a examiné toutes les issues possibles, n'en a trouvé aucune de bonne, et a choisi la moins désastreuse de toute son âme. « Ma chère enfant, dit-il avec précaution. Le père de l'enfant est un homme doté de moyens considérables et de devoirs non moins lourds. Il pourrait souhaiter être informé. Il pourrait souhaiter bien des choses, rétorqua Nathalie. Cela ne m'oblige en rien à les lui rendre faciles. Elle quitta le cabinet du docteur Morel et parcourut à pied les rues pavées dans le froid de février pour regagner l'hôtel particulier, les mains sagement croisées à la taille, le dos droit, respirant l'air coupant de Paris tout en décidant, pas à pas, de la marche à suivre. Elle resta à son poste en février et en mars, travaillant sans faillir, gardant le silence, sa condition encore invisible sous son uniforme. En avril, elle présenta sa démission à Madame Lefebvre, invoquant de graves obligations familiales en province, et s'éclipsa avant que la gouvernante ne pût commencer à formuler les questions pointues que son œil de lynx préparait visiblement. Elle trouva asile dans une modeste pension de famille à Montmartre, tenue par une veuve qui ne posait aucune question à ses locataires et réclamait un loyer raisonnable. Ses économies lui permettraient de tenir plusieurs mois si elle se montrait économe. Elle s'était toujours montrée économe. Elle passa le printemps et l'été à coudre. Ses mains étaient agiles, elle effectuait des travaux de raccommodage et réalisait de fines broderies qu'une couturière des grands boulevards revendait pour elle à commission. Ce n'était pas une fortune, mais c'était un gagne-pain honnête, et il lui appartenait. Elle empruntait des ouvrages à la bibliothèque publique, lisait à la lueur de la bougie, et se convainquait que cela suffirait, qu'elle s'en était déjà sortie avec moins que cela par le passé, que l'enfant ne comprendrait pas dans quel monde il était né et n'en souffrirait point. Elle croyait à presque tout cela. Elle s'efforçait de croire au reste. À la fin du mois de septembre, une semaine avant le terme de sa grossesse, elle rédigea une unique lettre. Elle n'était pas destinée au général de Rochefort, mais au docteur Morel. Une missive brève, dans laquelle elle lui demandait s'il accepterait de l'assister le moment venu, accompagnée de son adresse. Il vint un mercredi soir d'octobre, alors que les feuilles d'automne tapissaient les trottoirs parisiens, et l'enfant naquit avant l'aube, le jeudi matin. Un garçon. Vigoureux, braillard, et déraisonnablement magnifique, de l'avis de Nathalie, pour un être si neuf dans ce monde hostile. Elle le serra contre elle et sentit quelque chose se réaligner de façon permanente au cœur de son être. Il n'y avait d'autre manière de le décrire, tout ce qu'elle avait été jusqu'alors s'organisait désormais autour de ce poids minuscule et impossible blotti dans ses bras. Le docteur Morel, qui se lavait les mains dans la cuvette en remerciant discrètement Dieu que l'accouchement se fût si bien déroulé, se tourna vers elle. Il contempla son visage un instant, puis déclara avec une douceur qui la surprit. « Il a le front de son père. » Nathalie ne répondit rien, mais elle baissa les yeux vers le visage du nourrisson et sut qu'il disait vrai. La même ligne forte, les mêmes cheveux sombres, quelque chose dans la fermeté naissante de la mâchoire qui était déjà, d'une manière absurde, si familier.
Elle le prénomma Mathis. Mathis Lenoir. Étendue dans l'étroit lit de la pension de famille, son fils contre son sein, elle se répéta qu'elle avait fait le bon choix. Elle avait géré la situation. Elle continuerait de la gérer. Elle était Nathalie Lenoir, et elle avait toujours fait face à la nécessité. Mais elle était épuisée. Son corps était vidé de sa substance, d'une fatigue qui s'insinuait jusqu'à la moelle de ses os. Et au 4e jour, lorsque la fièvre de les frappa, et que le docteur Morel la regarda avec cette grimace que les médecins arborent lorsqu'ils sont terrifiés mais tentent de le dissimuler, elle comprit que son indépendance farouche avait heurté ses propres limites. Elle n'était pas mourante, lui assura Morel avec une certitude professionnelle, mais elle nécessitait du repos, des soins constants, et des ressources financières qu'elle ne possédait pas. Et puis se posait la question de Mathis. Qui veillerait sur lui pendant sa convalescence? Qui s'assurerait qu'il fût nourri? Mademoiselle Lenoir, murmura le docteur en approchant sa chaise du lit, l'observant par-dessus ses lunettes avec cette même expression qu'il affichait 8 mois plus tôt dans son cabinet parisien. Je voudrais envoyer un message au père de cet enfant. Nathalie ferma les yeux. La fièvre rendait les contours de la chambre flous et lointains. Elle entendait le souffle léger et régulier de Mathis dans le berceau près d'elle. Elle songea à ce que signifiait affronter cela seule. Elle pesa son orgueil contre le pragmatisme cruel du monde, et songea à ce petit être qui méritait bien plus que ce qu'elle pouvait actuellement lui offrir. Dites-lui, finit-elle par souffler sans rouvrir les paupières. Dites-lui seulement que l'enfant existe et que je suis souffrante. Vous ne devez rien lui réclamer. M'entendez-vous bien, docteur Morel? Absolument rien. Entendu, promit le médecin. Il fit envoyer le télégramme le soir même. Bernard de Rochefort arriva à Paris le matin du surlendemain. Il n'avait pas fermé l'œil dans le train. Assis dans le compartiment privé que son rang lui conférait, il avait regardé défiler la campagne française plongée dans les ténèbres. Il avait réfléchi, non point avec panique car Rochefort ne cédait jamais à la panique, mais avec cette implacable et grinçante précision qu'il déployait face à chaque crise. Que savait-il? Qu'est-ce que cela impliquait? Et quelle serait sa manœuvre? Il avait songé à Nathalie Lenoir. Il avait pensé à elle plus souvent, au cours des 30 dernières semaines, qu'il n'était disposé à se l'avouer. Son visage éclairé par les flammes de l'âtre, la façon dont elle avait disséqué la pensée de Pascal sans la moindre affaîtrie, sans le regard anxieux de celle qui cherche à plaire. La densité de son silence, car elle savait se taire d'une manière qui tenait lieu de grands discours. Le courage très spécifique d'une femme qu'il avait dévisagée par-delà tous les gouffres sociaux qui les séparaient, pour être simplement elle-même. Il avait pensé à elle et n'était pas retourné rue du Bac, se persuadant que c'était l'unique choix judicieux, car un homme de sa stature ne pouvait accomplir ce que tout son être lui dictait de faire. Il portait des devoirs qui précédaient les sentiments, et il avait passé 2 décennies à être le genre d'homme qui honorait ses devoirs. Il réalisait à présent, les yeux fixés sur les plaines obscures de la Marne défilant par la vitre, qu'il n'avait pas suffisamment considéré ce qu'elle, de son côté, s'efforçait d'honorer. Le docteur Morel l'accueillit sur le pas de la pension de Montmartre. Le médecin, un homme trapu aux cheveux gris, toisa Rochefort avec l'évaluation franche et professionnelle qu'il réservait à tous ses patients et, manifestement, au père de ses patients sans la moindre cérémonie. Elle se repose, annonça-t-il. La fièvre est tombée. Elle s'en remettra. L'enfant est vigoureux et robuste, il se portera comme un charme. Un nœud invisible se desserra dans la poitrine de Rochefort. Il n'avait pas eu conscience de la tension qui l'étreignait jusqu'à cet instant précis. Conduisez-moi à elle, ordonna-t-il. Mon général. Morel l'arrêta d'un geste de la main, avec cette assurance que seuls les hommes ayant une foi inébranlable en leur propre autorité osent opposer à un militaire du rang de Rochefort. Mademoiselle Lenoir m'a demandé de vous dire uniquement que l'enfant existait. Elle ne m'a rien réclamé. Elle ne vous aurait jamais contacté d'elle-même, et si elle était en pleine possession de ses moyens à cet instant, il est fort probable qu'elle vous chasserait. Je sais. Je vous précise cela pour que vous mesuriez quelle sorte de femme elle est, avant que vous n'entriez dans cette chambre pour y prononcer des mots qui ne sauraient être retirés. Je mesure très bien quelle sorte de femme elle est, docteur, répondit doucement Rochefort. C'est précisément pour cela que je suis là. Morel le scruta un instant, puis s'écarta. La chambre était exiguë et d'une propreté monacale, avec cette dignité particulière que les gens démunis confèrent au peu qu'ils possèdent. Une lucarne voilée de rideaux blancs, une commode supportant une brosse à cheveux et une modeste pile de livres, un berceau près du lit,
et dans ce lit, Nathalie. La maladie l'avait rendu diaphane, mais ses yeux, lorsqu'ils se posèrent sur lui à son entrée, étaient d'une limpidité absolue. Elle le regarda avec cette qualité qu'il n'avait jamais oubliée, ce courage singulier travesti en flegme, et garda le silence. Elle se contenta de le regarder. Rochefort s'approcha de la chaise disposée près du chevet et s'assit. Il l'observa un long moment. Puis son regard glissa vers le berceau et l'enfant qui y reposait. Le nourrisson dormait. Chevelure sombre, visage rond, des cils d'une longueur absurde balayant ses joues. Quelque chose dans l'arc de sa mâchoire, malgré son jeune âge, offrait une ressemblance irréfutable. « Il s'appelle Mathis », dit Nathalie. Sa voix était faible, mais assurée. « Mathis », répéta-t-il. « Le noir », ajouta-t-elle avec une lenteur délibérée. « Mathis le noir. » Il entendit l'avertissement. Il n'y réagit point. Du moins, pas en apparence. « Depuis combien de temps êtes-vous dans cette pension » demanda-t-il. « Depuis avril. »« Seul ?»« Oui. »« En travaillant ?» Elle soutint son regard. « Je m'en suis sorti. »« Je constate que oui. » Il énonça cela sans cette condescendance qu'elle avait peut-être redoutée, sans cette admiration qui aurait eu le goût fielleux de la pitié. Il le formula comme un simple état de fait qu'il cataloguait. Il se tut un instant, puis reprit. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit ?» Nathalie laissa le silence s'étirer. À l'extérieur, la matinée parisienne poursuivait son cours, une charrette brinque-ballait sur les pavés, un chien aboya 2 fois puis se tut. « Parce que je ne voulais pas être une conséquence que vous étiez obligé de gérer, finit-elle par dire. J'ai passé ma vie dans les maisons des autres, mon général. Je sais exactement à quoi ressemble ce regard. Celui qui signifie. Voilà un problème à résoudre. Je ne voulais pas que Mathis soit un problème à résoudre. Et je ne voulais pas. Elle s'interrompit, sa mâchoire se durcissant imperceptiblement. Je ne voulais pas scruter votre visage pour y lire ce regard-là. Il capta son regard, refusant de le relâcher. Et maintenant que tu peux voir mon visage. Le passage du vouvoiement au tutoiement tomba dans la petite pièce avec la clarté d'un cristal qu'on brise. C'était la chute des murailles, l'anéantissement de la maîtresse de maison et du général, pour ne laisser qu'un homme et une femme. Elle l'observa un long moment, mesurant le poids de ce changement. « Je vois que tu es venu, » répondit-elle enfin, acceptant l'intimité de ce tutoiement. Il y avait une fêlure dans sa voix, qu'elle masqua aussitôt. « Oui, » murmura Rochefort. « Je suis venu. » Il tendit la main et posa la sienne sur celle de Nathalie, qui reposait sur la couverture. Sans la presser, sans chercher à la posséder, s'y installant simplement avec une stabilité qui constituait, en soi, un langage à part entière. Elle baissa les yeux sur leurs mains unies. Elle ne se retira pas. Dans son berceau, Mathis le noir dormait du sommeil paisible de ses 8 jours de vie, respirant au rythme si particulier des êtres fraîchement nés. Ce qui s'ensuivit fut, selon toutes les conventions de l'époque, infiniment complexe. Rochefort prit une suite dans un grand hôtel parisien et demeura 3 jours dans la capitale, sous le prétexte officiel d'affaires militaires. Chaque matin, il se rendait à la pension de famille. Il s'asseyait près du lit de Nathalie, et il parlait. Le 3e jour, il prit Mathis dans ses bras pour la première fois, avec la prudence un peu trop raide d'un homme habitué à manier l'artillerie et la mécanique de la guerre, mais n'ayant aucune expérience des nourrissons. Farouchement déterminé à ne pas montrer à quel point l'exercice le terrifiait. Nathalie le regarda tenir l'enfant sans dire un mot, mais quelque chose sur son visage changea, à la manière d'un paysage dont les reliefs se transforment lorsque le soleil perce les nuages. Sans emphase, juste une lumière nouvelle. Le 4e jour, il arriva à la pension et refusa de s'asseoir. Il se campa au centre de la petite chambre, les mains croisées derrière le dos, et déclara sans préambule. « Je voudrais que tu viennes rue du Bac. Toi et Mathis. En tant qu'invité. Pas comme membre du personnel, ce n'est pas ce que je suggère. En tant qu'invité, le temps de ta convalescence, et le temps que nous déterminions l'arrangement le plus judicieux pour l'avenir. » Nathalie se redressa contre ses oreillers. « Et quel arrangement imagines-tu pour l'avenir, Bernard ? Je voudrais que tu m'épouses. » Le silence se fit absolu dans la pièce. « Tu le voudrais ? » dit-elle avec une prudence extrême. « Oui. »
Non pas parce que tu penses que c'est ton devoir, ou que tu t'y sens obligé. Non. Il la fixa droit dans les yeux. Je ne suis tenu à aucune obligation. Je n'ai fait aucun choix par contrainte. J'ai les moyens et le rang nécessaires pour subvenir à tes besoins et à ceux de Mathis sans passer par le mariage. Et tu as d'ailleurs prouvé ta parfaite capacité à subvenir à tes propres besoins si tu t'y obstinais. Ainsi, aucun de nous ne requiert ce mariage pour des motifs pratiques. Je te le propose parce que j'en ai le désir, parce que c'est ce que je souhaite depuis cette nuit de décembre. Bien avant d'apprendre l'existence de Mathis. J'ai fait jadis primer l'obligation sur le désir, et c'est une erreur que je n'ai pas l'intention de réitérer. Nathalie le contempla longuement. Tu saisis bien ce qu'ils diront, murmura-t-elle. Une servante, une femme avec un enfant illégitime. Qu'ils disent ce qu'il leur plaira. Je ne me suis jamais soucié des rumeurs. Ils le diront aussi pour Mathis. Pas seulement pour moi. Mathis sera mon fils reconnu par la loi. Il portera mon nom. Quiconque osera prononcer un mot de travers à son sujet devra s'en expliquer directement avec moi. Le ton de ses paroles, calme, implacable, non négociable, résonna dans la chambre comme le bourdonnement qui succède à la frappe d'une cloche d'airain. Nathalie contempla ses mains un instant, puis releva la tête. « Je ne suis pas faible, déclara-t-elle. Je veux que ce soit parfaitement clair. Je n'accepte pas ta protection parce que je serais incapable de m'en sortir seule. Je m'en suis sortie. Je le sais. Je l'accepte parce que c'est mon choix. Parce que je le désire. Oui, répondit Rochefort. C'est la seule et unique condition sous laquelle je l'aurais voulu. Elle l'observa encore un instant. Puis la tension disparut de ses traits, laissant place à un abandon qui n'avait plus rien à voir avec son habituel flegme. Quelque chose, derrière la façade, lâcha prise. Alors oui, dit-elle simplement. Je t'épouserai. Ils auraient peut-être pu conclure l'affaire dans la plus stricte intimité sans l'intervention du sénateur Étienne de Valmont. Valmont était un homme qui avait cultivé l'apparence d'une alliance avec Bernard de Rochefort pendant 10 ans, tout en œuvrant méthodiquement à sa propre élévation. Élégant, mondain, et d'une cruauté politique sans bornes, il était de ces hommes qui saisissaient avec un instinct animal quelles alliances lui servaient et lesquelles devenaient obsolètes. L'autorité glaciale du général conférait du poids au cercle politique où Valmont manœuvrait. Un scandale entachant le nom de Rochefort, une domestique, un bâtard, un mariage hâtif fleurant bon la contrainte bouleverserait considérablement cet échiquier mondain. Et Valmont, qui se positionnait discrètement pour prendre la présidence d'une commission sénatoriale exigeant le discrédit de certaines figures militaires, perçut ce bouleversement avec la jubilation d'un joueur d'échecs voyant la partie tourner à son avantage. Il avait eu vent de l'affaire Nathalie et Mathis par le truchement du colonel Raoul de Saint-Cyr, qui avait observé le départ précipité de Rochefort pour Paris et avait mené ses propres investigations. Saint-Cyr était rongé par l'ambition et l'aigreur, un officier ayant végété dans l'ombre imposante de Rochefort, trouvant cette ombre bien trop froide et ingrate. Il confia ses découvertes à Valmont, et ce dernier déplaça ses pions. Le premier signe indiquant à Rochefort que la situation s'ébruitait au-delà de sa volonté prit la forme d'un entrefilet dans la rubrique mondaine du quotidien Le Figaro, anonyme, tourné de façon évasive, mais limpide pour quiconque savait lire entre les lignes, suggérant qu'un célèbre commandant de la région ait porté un intérêt fort inhabituel au règlement de certaines affaires domestiques parisiennes. Le second signe fut l'apparition de Madame Lefebvre à son hôtel. Elle se présenta à la réception, exigea de voir le général, et fut escortée jusqu'à ses appartements. Lorsqu'il ouvrit la porte, elle se tenait dans le couloir, drapée dans sa robe de deuil noir avec son port de tête de mère supérieure, et foudroya. Cette jeune fille a servi dans ma maison pendant 2 ans, mon général. Si vous avez l'intention de réparer ses torts, vous devez le faire promptement, sans l'ombre d'une excuse, et vous devez le faire sur la place publique. Car il y a dans cette ville des hommes qui aiguisent déjà leurs plumes. Rochefort la jaugea un instant. Vous saviez, constata-t-il. Je le soupçonnais, répliqua Madame Lefebvre, depuis avril. J'ai fait le choix de ne pas creuser la question. Elle soutint son regard sans vaciller. C'est une femme de bien, meilleure que la plupart de ceux qui, dans cette ville,
oseront avoir une opinion à son sujet. J'en ai pleinement conscience. Alors agissez en conséquence, et sans tarder. Elle tourna les talons. Rochefort demeura un moment sur le seuil, puis regagna son bureau et rédigea deux missives. La première était destinée à son notaire militaire. La seconde au rédacteur en chef du Figaro, qu'il connaissait personnellement et qui lui devait une dette inestimable suite à un incident survenu en l'an 1879, dont les deux hommes avaient juré de ne jamais faire état publiquement. L'entrefilet ne fut jamais republié, mais le mal était en partie fait, et Valmont n'avait pas abattu toutes ses cartes. Mais ce que le sénateur Valmont n'avait pas prévu, ce que ni lui ni Saint-Cyr n'avaient su évaluer à sa juste mesure, c'était la nature singulière de l'intelligence de Bernard de Rochefort. S'il avait survécu à 20 ans de commandement, ce n'était point en réagissant aux provocations, mais en anticipant les intentions de l'ennemi pour se positionner en conséquence. Il était, pour employer le jargon martial, un homme qui ne livrait bataille que sur le terrain qu'il avait lui-même choisi, jamais sur celui qu'on lui imposait. Lorsqu'arriva l'invitation pour la grande réception hivernale au Palais du Luxembourg, l'événement mondain majeur où Valmont comptait distiller une narration méticuleusement orchestrée sur l'instabilité morale de Rochefort, le général accepta. Il rédigea également un bref billet à l'attention de Nathalie, qu'il livra lui-même à l'hôtel de la rue du Bac, où elle résidait depuis 15 jours et où elle avait, malgré sa convalescence, commencé à reprendre le contrôle de sa vie avec cette efficacité silencieuse qu'il lui connaissait. Elle lut le message, puis leva les yeux vers lui. « Tu souhaites que j'assiste à la réception du Palais du Luxembourg ?» demanda-t-elle. « Oui. À mon bras. En tant que mon épouse. Le mariage a été enregistré par le notaire ce matin. » Un silence s'installa. Elle l'examina avec acuité. « Tu aurais pu m'en faire la demande avant. »« Je te le demande à l'instant, » rétorqua-t-il. « De m'accompagner. Tu es, bien entendu, parfaitement libre de refuser. » Elle médita la proposition. Puis son regard glissa vers Mathis, installé dans son berceau près de la fenêtre, qui poussait les petits babillements exploratoires d'un enfant de 3 semaines découvrant l'existence de ses propres mains. « Tu as l'intention de rendre cela public selon tes propres termes, n'est-ce pas? Pas selon les leurs. » Exactement. Et tu me veux à tes côtés quand tu le feras. Pas derrière toi. Pas dissimulé comme une honte qu'on doit gérer. À mes côtés, confirma-t-il. C'est l'unique place que je t'offre. Elle l'observa un long moment. Quelque chose sur son visage pesait le pour et le contre. Non pas l'offre en elle-même, mais une chose plus essentielle, elle cherchait à savoir si elle y croyait. Puis elle se leva de son fauteuil. Il me faudra une robe. Il fut à 2 doigts de sourire. C'était l'instant où elle l'avait vu le plus proche d'y céder. Madame Lefebvre a déjà pris les dispositions nécessaires. La réception hivernale du ministre se tint à la mi-novembre dans la grande galerie du Palais du Luxembourg, illuminée par 500 bougies, rassemblant le tout Paris qui s'estimait un flux. Le sénateur Valmont était arrivé dans les premiers, se postant stratégiquement près de l'entrée pour observer les arrivées et orchestrer les présentations avec l'aisance de l'habitude. Il conversait avec le président de la cour d'appel lorsque Bernard de Rochefort fit son apparition. Rochefort portait son grand uniforme de gala, avec tout son apparat, les médailles témoignant de 20 années de service prestigieux, les épaulettes brodées d'or qui clamaient son rang sans qu'il fût besoin de l'annoncer. Il le portait comme il portait tout le reste, sans théâtralité, sans vanité, comme s'il s'agissait de sa seconde peau. À son bras se tenait Nathalie. Elle était vêtue d'une robe de soie gris-bleu que la couturière de Madame Lefebvre avait confectionnée en 4 jours d'un labeur ininterrompu. Elle n'était pas surchargée de falbalas. Elle était d'une justesse absolue, le genre d'élégance contenue qui exige un goût infiniment plus sûr qu'une simple accumulation d'étoffes. Sa chevelure sombre était coiffée avec une grande sobriété. Elle ne portait pour tout bijou que 2 délicates perles à ses oreilles. Elle avançait aux côtés de Bernard de Rochefort, le port altier, le menton droit, ses yeux gris balayant l'assemblée avec l'attention calme et brillante d'une femme qui avait passé des années à observer les puissants dans leur habitat naturel, et qui les comprenait probablement bien mieux qu'ils ne se comprenaient eux-mêmes. La salle ne plongea pas dans un mutisme total. Elle tressaillit.
ce tressaillement subtil propre aux assemblées mondaines qui enregistrent l'inattendu et recalibrent leur jugement. La mâchoire de Valmont se crispa de façon presque imperceptible. À l'autre bout de la pièce, Saint-Cyr blêmit à vue d'œil. Rochefort guida Nathalie à travers la galerie, une main posée au creux de ses reins, ni possessif, ni démonstratif, simplement là, et s'arrêta lorsque le ministre s'approcha. Il s'approcha dans les 3 premières minutes, car le ministre était un homme qui savait qu'un général se présentant à sa réception en grand uniforme exigeait une attention immédiate. Général, salua le ministre en lui tendant la main. C'est toujours un honneur. Le plaisir est partagé, monsieur le ministre, répondit Rochefort en lui serrant la main. Permettez-moi de vous présenter mon épouse, Nathalie. Elle a maintenu à Paris un niveau d'intelligence bien supérieur à ce que cette ville mérite durant mes absences. Le dignitaire s'inclina pour baiser la main de Nathalie. C'était un politicien d'une authentique envergure, ayant survécu à 3 gouvernements grâce à sa capacité à jauger une pièce, et il jugea celle-ci à la perfection. Madame de Rochefort, dit-il avec chaleur. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous ce soir. Je vous remercie, monsieur, répondit Nathalie avec une dignité sans faille. Votre palais est somptueux. Et voilà comment les choses furent réglées. Sans discours, sans déclaration tapageuse, sans le moindre des mécanismes d'excuse ou de justification que Valmont avait espéré et pour lesquels il avait préparé ses contre-attaques. Rochefort était simplement entré avec son épouse, avait été reçu par le maître des lieux, et traversait le salon avec la certitude souveraine de l'homme qui n'a de compte à rendre à personne. Valmont l'intercepta près des immenses fenêtres de la façade, 40 minutes plus tard. Quelle surprise, Bernard, susurra-t-il de sa voix la plus onctueuse. J'ignorais tout de ce mariage. Non, rétorqua Rochefort sur un ton aimable. En effet. Vous me pardonnerez, mais les circonstances sont quelque peu inhabituelles. Les circonstances, trancha Rochefort d'une voix si pleine qu'elle atteignait le point de congélation, sont que j'ai épousé une femme remarquable et reconnu mon fils, ce que n'importe quel homme d'honneur aurait fait. Si les circonstances vous semblent inhabituelles, de Valmont, je suggère que le problème réside dans vos propres standards moraux, et non dans les faits eux-mêmes. Valmont maintint son sourire de façade. Certains jaseront. Que certains jasent, coupa Rochefort. Je saurai exactement de quelle bouche sortira la rumeur. Je m'en souviendrai. J'ai la mémoire infiniment longue, et il me reste un temps considérable à la tête de mon commandement. J'ose espérer que je me suis fait comprendre. Le sourire resta accroché aux lèvres de Valmont, mais derrière ses pupilles, la machinerie recalculait. Il avait sous-estimé l'angle d'attaque. Il avait misé sur un homme acculé, embarrassé, tentant des manœuvres défensives par le biais d'intermédiaires. Il n'avait pas prévu cette certitude absolue d'un homme qui s'estimait dans son bon droit et agissait en conséquence. C'est d'une clarté limpide, glissa Valmont, suave. Toutes mes félicitations, Bernard. À tous égards. Il s'éloigna. Il tenterait de se regrouper, de trouver un autre flanc à attaquer, mais ce soir-là, sur ce champ de bataille précis, il avait mordu la poussière. Il était assez lucide pour l'admettre. Rochefort se tourna vers Nathalie, qui conversait avec l'épouse du ministre. Cette dernière l'interrogeait visiblement sur la littérature, et Nathalie lui répondait avec cet engouement profond et focalisé qu'elle accordait à tout sujet digne d'intérêt. Il la contempla. C'était l'essence même de ce que Valmont ne comprendrait jamais. Rochefort n'avait pas remporté cette bataille par la force brute. Il avait simplement refusé de combattre selon les règles dictées par son adversaire. Il avait choisi son propre terrain, celui de la vérité, s'y était fermement planté, et y avait attiré Nathalie pour qu'elle s'y tienne avec lui. Et le terrain de la vérité avait tenu bon. C'était généralement le cas, au bout du compte. Le colonel Raoul de Saint-Cyr fut muté en décembre dans un avant-poste disciplinaire isolé aux confins du sud algérien, une affectation si lointaine et désolée qu'elle enterrait définitivement ses espoirs d'ascension. La mutation s'opéra par les voies officielles, justifiée par des rapports attestant d'une conduite indigne d'un officier supérieur, consécutivement à une enquête que Rochefort avait exigée avec l'assurance méthodique de l'homme qui a monté son dossier longtemps à l'avance.
La campagne de Valmont pour la présidence de la commission subit de sérieux revers au printemps suivant, le plus dévastateur étant la publication dans le temps, par des canaux qui ne furent jamais officiellement identifiés, de certains arrangements financiers que le comité d'éthique jugea utile d'examiner. Il survécut à l'orage, mais son influence fut irrémédiablement amoindrie. Jamais plus il ne tenta d'utiliser Bernard de Rochefort comme levier. Madame Lefebvre conserva ses prérogatives rue du Bac, bénéficiant d'une généreuse augmentation du budget domestique, qu'elle administra avec la même rigueur d'intendant. C'est également elle qui, sans que personne le lui ait suggéré, commença à enseigner à Matisse, qui manifestait déjà cette même attention perçante que sa mère, le nom savant de toutes les fleurs du jardin privé. Le docteur Christophe Morel fut convié à dîner à l'hôtel de la rue du Bac pour le premier anniversaire de Matisse. Il fit honneur au repas, regarda par-dessus la nappe Nathalie et Rochefort assis côte à côte, leurs fils babillant entre eux, et ressentit la satisfaction profonde de l'homme qui a accompli l'acte juste au moment opportun. Il savait qu'il avait mérité sa place à cette table. C'était un soir de janvier de l'an 1885, 14 mois après cette nuit originelle, et la vaste bibliothèque de la rue du Bac était tiède et silencieuse, tout comme lors de cette tempête de verglas qui avait contraint deux âmes à l'honnêteté. Nathalie était levée dans le fauteuil près de l'âtre, plongée dans un livre. Matisse dormait à l'étage, dans une chambre chaude, opulente, et qui lui appartenait en propre. Au dehors, l'hiver parisien poursuivait son œuvre glacée, mais à l'intérieur de l'hôtel particulier régnait la quiétude absolue d'une maison ayant trouvé son parfait équilibre. Rochefort pénétra dans la bibliothèque et s'arrêta un instant sur le seuil, à l'endroit exact où il s'était tenu ce soir de décembre pour la regarder. Elle releva la tête. « Asseyez-vous » murmura-t-elle avec un demi-sourire, « si tu as un instant. » Il s'assit. Il prit le fauteuil qui lui faisait face, et ils partagèrent un moment de silence, de cette manière complice propre aux êtres qui ont appris que le silence entre eux n'est pas un vide, mais une plénitude, une chose que l'on partage, non que l'on subit. Après un moment, il prit la parole. « J'ai repensé à quelque chose. » « À quoi ? » « À cette nuit où tu m'as donné ton sentiment sur les pensées de Pascal. Sur le fait que la justice sans la force est impuissante, et que la force prime toujours. » Elle attendit. « J'ai songé, poursuivit-il, que tu avais raison sur le monde tel qu'il existe, mais peut-être tort sur la fatalité de la chose. » Elle posa son livre sur ses genoux. Continue. Les philosophes concluent que, puisque la justice parfaite exige une moralité inatteignable, la justice n'est qu'une illusion, c'est dans le pas à la tyrannie. Mais il y a une autre conclusion possible. Celle qui stipule que ceux qui possèdent la force, ceux qui ont le pouvoir, ont l'obligation suprême de créer les conditions où la justice devient possible. Non point parce que le monde l'exige d'eux, mais parce qu'ils l'ont délibérément choisi. Nathalie le contempla longuement. Puis cette chose sur son visage bascula. Ce basculement qu'il avait appris à chérir. Celui qui abandonnait la carapace mondaine pour laisser poindre une chaleur infiniment plus intime. Voilà, souffla-t-elle, une interprétation considérablement plus porteuse d'espoir. J'ai eu de bonnes raisons, ces derniers temps, de cultiver l'espoir. Elle le fixa à travers la lumière dorée des flammes, avec ces mêmes yeux gris qu'il avait jaugés sans détour dès l'instant où il lui en avait offert l'opportunité. Et elle ne répondit rien, car il n'y avait plus rien à ajouter. Elle tendit simplement la main par-dessus l'espace qui séparait leurs fauteuils, et glissa ses doigts dans les siens. Il la retint. Au dehors, le mois de janvier sévissait. À l'intérieur, le feu brûlait d'une constance rassurante. À l'étage supérieur, Matisse de Rochefort, car tel était le nom couché sur l'acte d'état civil depuis novembre, le nom qu'il porterait vers l'avenir qu'il attendait, dormait profondément. Ignorant tout de la distance colossale que ses parents avaient dû franchir pour aboutir à cette soirée précise. Certaines distances se mesurent en lieues, d'autres en mois, d'autres encore se calculent à l'aune du long et périlleux chemin qui sépare ce que l'on a fait de nous, de ce que nous choisissons de devenir. Bernard de Rochefort avait accompli ce voyage. Nathalie Lenoir également. Ils étaient parvenus, enfin, au même point d'ancrage. Et ce lieu, empreint de paix et de vérité, librement choisi par deux êtres qui s'étaient regardés sans le moindre artifice et avaient décidé,
les yeux grands ouverts, de rester ensemble, suffisait amplement. C'était, à vrai dire, l'aboutissement de tout.